Alors, je pense que nous sommes en direct. J'espère que vous qui êtes connectés, vous m'entendez particulièrement très bien. J'espère aussi que ceux qui sont sur les réseaux sociaux arrivent à nous entendre comme il se doit. Ceux qui sont connectés, j'ai mis le lien en fait du direct Facebook dans le commentaire, dans les commentaires Zoom, lien que vous pourriez partager aussi à votre entourage. Il faut que je mette aussi ma propre vidéo. OK. D'accord. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à Ismaël. Bonsoir Dr. Jean-Noël et bonsoir Manuela. Merci d'avoir répondu présent à ce décryptage de la semaine. Nous aurons trois sujets que nous allons décrypter, trois sujets qui ont émaillé l'actualité ivoirienne et internationale. Donc, l'un des premiers sujets, ça va concerner la question des violences conjugales, notamment le cas de l'artiste DJ Lewis avec sa femme. Le deuxième sujet portera sur la problématique des 3000 docteurs non recrutés et les récentes rencontres avec le ministre de tutelle. Et enfin, en dernier sujet, nous parlerons du cas du Mali qui commence à connaître une certaine évolution, notamment l'opposition politique, une partie de l'opposition politique qui décide aujourd'hui entre griffes, de donner un ultimatum à la junte pour que l'ordre constitutionnel reprenne un petit peu ses droits. Pour tous ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux, n'hésitez absolument pas à intervenir, à poser toutes vos questions ou toutes vos préoccupations en commentaire. Nous essaierons d'y répondre comme il se doit et nous espérons passer d'agréables moments avec vous ce soir. Alors, nous allons tous commencer avec le premier sujet, mais avant, je vais faire un tour de table pour que chacun des intervenants se présente rapidement pour que ceux qui ne les connaissent pas puissent les connaître. Alors, je laisse la parole à Ismaël Soumaro. Merci, John. Soumaro Ismaël, comme d'habitude, chaque dimanche à la même heure, on décortique avec vous les sujets qui ont marqué l'actualité. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes encore assis ici aujourd'hui en face de vous pour décortiquer l'actualité de la semaine avec vous. Merci. Manuela. Bonsoir tout le monde, moi c'est Manu Kaoyomo pour ceux qui me connaissent, donc je suis écrivaine et féministe. D'accord, et enfin Dr. Jean-Noël Lenou. Oui, merci. Bonsoir à tous, je suis Dr. Jean-Noël Lenou, je suis climatologue de formation, je suis aussi observateur de la vie politique nationale et sociale à mes heures. Je suis par ailleurs membre du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire et aussi membre de l'association citoyenne Fraternité ivoirienne et républicaine. Et donc, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois, comme tous les dimanches, pour décrypter ensemble l'actualité nationale et internationale. D'accord, ça tombe très bien, surtout que nous avons le sujet des collectifs des 3000 docteurs non recrutés, donc notamment on pourra comprendre la situation telle qu'elle est actuellement et quelles ont été les solutions du ministre lors de la rencontre qui s'est déroulée en fin de semaine. Alors, donc, du coup, on part sur le cas des violences. Je tiens à préciser à l'attention de nos auditeurs, enfin de nos followers qui nous rejoignent, que pour ce qui concerne le second sujet, il y a l'un de mes collègues du nom du docteur Simon Derou qui va nous rejoindre pour apporter aussi un plus concernant des additifs. Oui, on a. D'accord, c'est bien noté. Oui, docteur, il prendra contact avec nous et on introduira. Alors, pour le premier sujet, je pense que c'était jeudi dernier, mercredi ou jeudi dernier. Alors, pour le premier sujet, je pense que c'était oui, le jeudi dernier, le DJ Lewis, qui est une star en Côte d'Ivoire, a été entre griffes accusé par un influenceur sur les réseaux sociaux qui affirmait que ce dernier avait
avait battu sa femme et des images ont eu à circuler et cela a créé quand même un tollé national. Et notamment, cela a remis au jour la question des violences conjugales. Et un jour après, le vendredi dernier, DJ Lewis a posté une vidéo en compagnie de sa femme, qui viendrait démentir en quelque sorte tout ce qui avait été porté contre lui en termes d'accusation de violence conjugale. On n'a pas pu avoir la technique pour vous montrer les différentes vidéos, mais je pense que pour ceux qui sont avec nous, qui ont suivi un peu l'affaire, vous donneront un peu leurs avis sur la question. Je ne sais pas si vous, la manière vous avez suivi le déroulé de l'affaire, est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de confirmer, en tout cas selon votre analyse, qu'effectivement, violence conjugale, il y en a eu entre DJ Lewis et sa femme, Ismaël Soumaro. Est-ce que pour les bruits de fond, est-ce que ceux qui n'ont pas la parole, vous pouvez désactiver votre micro et dès qu'on vous donne la parole, vous pourrez le réactiver à nouveau pour pouvoir vous exprimer. Comme ça, on évitera les bruits de fond. Merci beaucoup. Ah oui, Ismaël Soumaro, oui. Est-ce que vous avez vu? Merci, John. Merci, John. Concernant le sujet par rapport à la violence conjugale et particulièrement le cas de DJ Lewis, on a tous suivi, pour ceux qui ont suivi l'évolution de l'événement sur les réseaux sociaux, on a tous constaté un revirement de situation à la dernière minute où les accusations ont semblé être abandonnées et il y aurait eu une réconciliation entre les deux conjoints. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut dire que la violence conjugale, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de silence autour, il y a beaucoup de pression sociale. Et lorsque la violence conjugale s'installe, c'est un long processus, hein, mais pour se sortir de là, c'est difficile. Donc, on peut tout de suite comprendre le comportement de la dame qui a été victime et qui, par la suite, avec toute la pression sociale, familiale, les proches, les amis et tout, a dû être obligée de changer de fusil d'épaule. Et on constate aussi que lorsque la police, selon certaines informations, l'avait rencontrée, elle aurait avoué avoir été battue il y a une semaine de cela. Comprenez? Donc, c'est un fait qui est réel, mais il y a un mutisme autour. Parce que, regardez la grande majorité en Côte d'Ivoire, hein, les gens grandissent quasiment dans la violence conjugale. Chaque matin, dans une cour commune, ça devient comme si c'était un jeu là. Ah, ce monsieur, il a battu sa femme. Oh, chaque jour, il bat sa femme ici. On voit, on le connaît. Mais c'est tellement banalisé que même les victimes même finissent par prendre ça comme si c'était quelque chose de normal. Ok, on reviendra sur ce point particulier là, tout à l'heure encore. Manu Kamou, vous qui êtes, je pense que vous êtes militante, hein, vous êtes aussi proche soit dans des organisations féministes, mais aussi proche d'organisations féministes qui luttent contre les violences basées sur le genre. Est-ce que vous avez aujourd'hui des informations bien fournies si est-ce que le fait tel qu'il a été reporté est avéré, si est-ce qu'il y a vraiment eu des violences conjugales, si est-ce que cette femme a subi en fait des violences dans la période qui a été citée là en fait. Je ne saurais le dire, étant donné qu'elle a démenti. Vous savez, le problème avec les violences conjugales, justement, c'est la parole de la victime contre la parole du bourreau. Et la plupart du temps, c'est toujours la parole du bourreau qui est au-dessus de celle de la victime. Dans nos sociétés, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, la violence conjugale est banalisée. Même quand vous partez porter plainte pour violence, on vous dira, mais pourquoi tu veux porter plainte? C'est ton mari, il t'aime, sinon il n'allait pas te frapper. Ce qui aime bien châtie bien. Donc, ceux même qui sont chargés de prendre les plaintes blâment les victimes. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait une issue de secours pour celle-ci? Forcément, si tu as une pression telle que tu ne peux pas en parler, ben, tu vas te retracter. Et puis, il y a aussi le syndrome de Stockholm que tout le monde ne connaît pas, bien sûr. On a tendance à se moquer des victimes tout en ne sachant pas qu'elles souffrent
d'un certain syndrome qui fait en sorte que leur bourreau, parce que je ne dirais pas que c'est un mari, quelqu'un qui passe son temps à vous frapper, votre bourreau a une emprise sur vous qui fait en sorte que vous ne pouvez pas vous en sortir, surtout quand ces femmes-là ont des enfants. Et donc, ceux qui en rigolent, ceux qui rient, ne connaissent pas vraiment le fond des choses. C'est vraiment difficile de venir en aide aux personnes victimes de violences conjugales, non seulement du point de vue juridique, même s'il y a eu une panoplie de lois votées. Entre vote et exécution, il y a un gros pas. Et ensuite, par rapport à la prise en charge même de la victime qui elle-même parfois se sent coupable d'avoir dénoncé son bourreau. C'est sur ce travail-là que la société doit faire un énorme bond, sinon ça va continuer malheureusement. D'accord, merci beaucoup. C'est parce que ceux qui ont suivi la vidéo de DJ Lewis avec sa femme, effectivement, il essaie de démentir les faits, mais en même temps, lorsqu'on suit la vidéo, je n'ai pas l'occasion de pouvoir montrer cela en direct parce que la technique ne me le permet pas, mais en même temps, on sent que vraiment, il y a quand même une bonne zone d'ombre sur cette histoire-là. Et il y a quand même quelque chose qui a marqué dans cet audio, notamment dans les paroles de la femme. Et lorsque cette femme disait, par exemple, que c'est des choses qui arrivent dans tous les couples et que si ton mari ne t'a jamais porté main, c'est que tu as de la chance et que c'est des choses qui arrivent, qui se gèrent en famille. La question que je pourrais peut-être poser au docteur Jean-Noël, comment est-ce que vous accueillez de tels propos qui viennent en fait d'une victime, une supposée victime de violences conjugales, même si c'est maintenant ou c'était dans un temps passé. Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve normal d'avoir la chance de n'avoir pas été battu par son mari? Merci John. En fait, moi je pense que ce problème n'est pas un phénomène nouveau. Mais vous savez, la plupart de ce genre de problème se heurte souvent à nos habitudes culturelles, malheureusement. Dans la société africaine, ivoirienne et africaine en général, tout se gère en famille. On a l'habitude de régler nos problèmes à l'amiable ou bien sous la palabre. La société africaine et singulièrement la société ivoirienne n'a pas l'habitude, dans ce genre de société-là, on n'a pas pris l'habitude d'envoyer des conflits ou bien des désaccords sur la place publique. Et donc, pour ce qui concerne cette situation en particulier, quand une femme est victime de violence conjugale, généralement, elle en parle à ses proches. D'accord? Très souvent, les parents des deux conjoints interviennent ou bien des amis. Le premier conseil qu'on va lui donner tout de suite, c'est de chercher à régler ça à l'amiable. Voilà. Sinon, pour ce que je sais, cette histoire est partie d'un blogueur du nom de Juste Crépin Gondo, qui paraît-il, assez suivi sur la toile. Et cette histoire s'est répandue comme une traînée de poudre, puisque ça concerne une personnalité publique, en l'occurrence DJ Lewis. Mais j'ai pu lire un article concernant cette histoire où DJ Lewis a reconnu que, il a dit que l'information était mensongère et a reconnu par la même occasion il y a longtemps, il fut une époque où il a eu à battre sa femme. Effectivement, j'en avais à le souligner dès le début, mais la question que je pose, en fait, c'est au niveau des propos de la dame. Le fait que la victime aujourd'hui pense que, et elle le dit, que si vous n'avez pas été battu par votre mari, peut-être que voilà, c'est la chance que vous avez eue, c'est peut-être qu'ils ont d'autres manières de montrer leur amour. Peut-être qu'elle était sous le choc en disant tous ces propos-là, mais la question que je pose, c'est de savoir si est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous accueillez ce genre de particulier qui vient de la victime? Est-ce que les victimes même n'encouragent pas entre griffes de sorte ces choses qui se passent dans notre société qui n'ont absolument pas l'humain? Oui, c'est ce que je disais. Mais nos cultures ont tendance à transformer beaucoup de femmes en des femmes qui deviennent des femmes masochistes. Elles finissent par intégrer dans leur esprit que c'est normal qu'elles soient battues. Or,
être battu, il y a plusieurs formes de violence. Il y a plusieurs formes de violence. Souvent, c'est quand elles sont battues à un niveau où leur vie est en danger, qu'elles se rendent compte, je veux dire, du danger qui les guette. Sinon, tout de suite, moi, je peux tirer comme conclusion que cette histoire, elle est vraie. Parce que dans un premier temps, avec l'éclosion des réseaux sociaux, avec l'importance que les réseaux sociaux ont dans notre vie de tous les jours, il faut toujours essayer d'authentifier, de s'assurer qu'une information, elle est avérée avant de se prononcer. Ce que moi, je peux dire tout de suite, c'est que même si l'artiste reconnaît que ça ne date pas d'aujourd'hui, que ça date de 2018, il reconnaît implicitement qu'en réalité, il bat sa femme. Et les propos que vous évoquez tantôt là montrent bien qu'il a l'habitude de la battre. Et visiblement, ça ne la dérange plus tant que ça. Ça a pu la déranger à un certain moment, mais comme j'ai dit, certainement, des amis ou des parents proches du couple ont dû lui dire, écoutez, tu n'es pas le premier, vous n'êtes pas le premier couple, et tu n'es pas la première femme, tu ne seras pas la dernière à être battue par ton homme. Et que ce n'est pas pour ça que tu vas venir se poser sur la place publique. Du coup, la bonne dame, elle est intéressée dans son esprit. D'accord. Sinon, il y a des... Bon, tout à l'heure, notre soeur pourra y revenir. Il y a des structures aujourd'hui qui existent et qui sensibilisent les femmes de plus en plus aux voies de recours qui s'offrent à elles en pareilles circonstances. D'accord. Ismaël Soumaoro, je reviens vers vous pour essayer de voir comment est-ce que ces genre de choses puissent aujourd'hui se régler, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à réduire les violences conjugales dans notre société et surtout comment est-ce qu'on arrive à ne plus trouver cela normal. Et je pense que dans la fin de la vidéo de DJ Lewis, il disait aussi que lui et sa femme, bien qu'ils aient été objets de diffamation, ils supportent aujourd'hui, ils portent aujourd'hui leur image pour pouvoir lutter contre les violences. Et je tiens à préciser rapidement que le blogueur qui était à l'origine de ce buzz-là s'est excusé après. Pour dire que, voilà. C'était pas avéré, qu'il n'a pas vérifié l'information. Non, mais pour ce qui concerne la véracité des faits, je pense qu'on n'a pas vraiment tous les moyens de pouvoir c'est ça. Mais je pense qu'on peut on peut peut-être. Mais moi, il y a quand même une problématique sur la question. C'est sur elle que j'aimerais que on appelle Ismaël Soumaoro intervienne, notamment la question de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on règle en fait la question des violences faites aux femmes, surtout les violences conjugales en particulier. La question que je posais à Ismaël Soumaoro, c'est que Didier Lewis a décidé en quelque sorte avec sa femme, je pense à pouvoir apporter les images pour pouvoir contribuer à ce que ça puisse se réduire les violences conjugales. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Ismaël, pensez-vous que les organisations de la société civile, les ONG qui luttent contre ce fléau-là, et surtout le ministère, devraient l'accueillir pour pouvoir mener cette lutte-là après tout ce qui s'est passé, notamment, il a quand même un passif dans le fait. Merci, John. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est une bonne idée d'utiliser quelqu'un de violent déjà et qui a déjà eu, comme tu l'as dit, un passif très grave au niveau de la violence conjugale comme étant quelqu'un qui va promouvoir la non-violence envers les femmes pour le moment. Pour moi, là, John, vous m'entendez? Allô? Moi, je t'entends parfaitement. En tout cas. OK. Donc, je disais que pour moi, c'est très important qu'on ne prenne pas DJ Lewis comme étant quelqu'un qui va être comme un étendard, faire la promotion de la non-violence parce qu'il a déjà un passif qui est très important et il faut faire attention au message qu'on envoie à la société. Parce que pour moi, c'est une façon pour lui de retourner la situation en sa faveur, d'être au devant des caméras comme étant quelqu'un de pacifique, mais en réalité, l'histoire est là. L'histoire est là. Il a battu sa femme, elle était désespérée, elle a porté plainte et finalement, elle a changé d'avis. Donc, pour moi, ça sera aberrant comme de l'utiliser lui comme étant quelqu'un qui va faire la promotion. En même temps, il faut comprendre que lorsque on lisait tantôt, Jean-Noël l'a dit, et puis Kemayu aussi l'a dit aussi, c'est sûr que du point de vue psychologique, la violence conjugale,
n'apparaît pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'installe insidieusement. Finalement, la victime même finit par considérer ça comme quelque chose de normal, comme je l'ai dit. On le voit ça dans les cours communes, on voit ça dans nos maisons, même que ce soit à Cocody, il n'y a pas de classe sociale. La violence conjugale, là, il n'y a pas de classe sociale. Ça existe partout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des solutions que John me posait la question tantôt? Il faut amener les victimes à pouvoir s'exprimer, à pouvoir parler en sécurité, sans pression. Il faut pouvoir les accompagner dans ce processus-là. C'est un long processus. On ne peut pas les sortir du jour au lendemain de ce tourbillon de violence. Mais il faut d'abord les écouter, les amener à parler, ensuite les écouter, comprendre leur situation et l'État doit agir aussi par rapport à la, comment on appelle ça, au niveau des sanctions qui vont être données à ces personnes violentes là, qui violentent leur conjoint ou conjointe. Et aussi, il faut la famille. Chez nous, la famille a un poids très énorme par rapport même à la loi. Il faut que les familles soient prêtes à accueillir leur fille chez eux, à l'écouter et à l'aider à sortir de là et non à la ramener dans ce cercle vicieux-là où elle n'est pas heureuse. Mais elle reste parce qu'on lui dit que c'est comme ça que la grand-mère était. La grand-mère a supporté. Pourquoi toi, tu ne vas pas supporter? La mère a supporté. Pourquoi tu ne supportes pas? Ta soeur, regarde ta soeur. Son mari là-bas chaque jour, mais elle est là quand même, elle n'est pas morte. Vous voyez? D'accord. Et inconsciemment, on essaie de mettre ces genres de trucs dans l'esprit de nos jeunes filles. Dans le cas de DJ Lewis, par exemple, quel message ça envoie à nos jeunes sœurs qui vivent actuellement les mêmes choses? Ça leur dit quoi? Non, non, je finis. Ça leur dit exactement, restez là où vous êtes. Parce que quand vous allez sortir, les gens vont vous banaliser, les gens vont vous insulter, ils vont vous traiter de tous les noms parce que vous abandonnez un homme violent alors que c'est difficile de trouver un mari dehors. Donc, on les oblige à rester dans ce cercle vicieux-là. Et ça, c'est négatif. D'accord. Manu Kayomo, je pense pour aller dans la même veine que Ismaël Soumaoro, comment est-ce qu'on arrive à convaincre une femme qui a été battue, qui subit des violences conjugales, à pouvoir se libérer de son bourreau? Une femme qui a, disons, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, et à qui on dit si tu pars ou si tu portes plainte contre lui, c'est l'avenir de tes enfants qui seront en danger, que tu n'auras pas où aller. Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir amener une telle femme à parler, à prendre le courage à 2 mains pour pouvoir dénoncer cela? Comment est-ce qu'on l'aide concrètement? Quel espoir est-ce qu'on lui donne pour l'amener à parler? Oui. Déjà, je vais vous étonner, mais quand vous essayez de convaincre, déjà, vous partez sur une mauvaise base. On ne convainc pas une femme de porter plainte contre son mari. Tout ce qu'on essaie de faire d'abord, c'est de la soutenir, de lui faire se rendre compte dans quel environnement elle évolue. Mais si vous l'obligez, dès les premiers instants à porter plainte, ça va la braquer. Elle va se dire que votre but n'est pas de l'aider, mais plutôt on va dire en griffe, une petite vendetta. Alors qu'il n'est pas question de vendetta, il est question justement de sa sécurité à elle. La plupart du temps, ces victimes-là, qui passent à la survivance, on ne les convainc pas. Elles se rendent compte. Elles se rendent compte de la situation et elles se disent elles-mêmes, il faut que je sorte d'ici, sinon je vais mourir. Comme le docteur Soumaoro a dit tout à l'heure, tant qu'elle n'est pas morte, la société ne fait rien. Et même quand elle est morte, on dira, mais elle a dû faire quelque chose de très grave pour qu'il puisse s'emporter. Oh, il n'a pas fait exprès. On a déjà vu plein de cas de commentaires de féminicide. On n'a jamais blâmé le coupable, mais toujours, qu'est-ce que la femme a dû faire pour que ce monsieur réagisse jusqu'à tuer? On a même vu le cas du Sénégal où il y a le docteur qui avait tué ses 3 enfants et abandonné la jeune dame. Comment la toile a réagi vis-à-vis de la dame et non pas de celui qui avait commis les crimes. Donc, pour vous dire que c'est vraiment un problème de société, et même on parle de famille, mais ce sont ces familles-là justement qui mettent la pression sur leurs filles pour leur dire de retourner dans son foyer. C'est-à-dire que c'est comme si une souris est dans un piège, tu la laisses sortir et tu la remets dans le piège. C'est pareil. Oui, mais du coup, comment est-ce qu'on...
Oui, mais du coup, on trouve tous que on trouve que nous, ce n'est pas normal. On trouve que ce n'est pas normal qu'on arrive à demander à la femme de toujours rester là, ainsi de suite. Et du coup, Exactement. la question de savoir comment est-ce qu'elle arrive à prendre conscience, c'est ça en fait. C'est pas peut-être les convaincre, mais Justement, comment est-ce c'est qu'elle sur un arrive à travail, prendre conscience oui, et quel doit être aujourd'hui le exactement. rôle de nous, par exemple, de Nous, plus ou moins des notre rôle, sociétés, des féministes, de nous, la notre société en rôle, général pour pouvoir. c'est de soutenir ces femmes-là. Le seul rôle que l'on peut avoir, c'est de soutenir ces femmes-là, de sensibiliser la société pour que cette manière de réfléchir, pour dire que les violences faites comme aux femmes, surtout les violences conjugales, c'est quelque chose de normal. Souvent, comme on aime, il faut ce qui aime bien châtie bien. Le qui aime bien châtie bien, là, ça tue des gens. Il faut le rappeler. Il faut rappeler que le qui aime bien châtie bien n'est pas non plus un étendard pour n'importe quoi. Et c'est ce qui arrive avec cet adage-là. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, non, qui aime bien châtie bien, non, ce n'est pas de l'amour, c'est juste une question de possession. Et donc, pour que cette société-là évolue à ce niveau, il faut une vraie sensibilisation de la société elle-même. Et il faut aussi relâcher, on va dire, ces liens-là qui étouffent les victimes. Cette manière d'étouffer les victimes et plus mettre l'accent sur les bourreaux. Comme on le dit, il faut que la honte change de camp parce que c'est parce qu'ils n'ont pas honte de ce qu'ils font qu'ils continuent. Merci beaucoup. Docteur, je vais terminer par vous sur ce sujet-là. Comment est-ce que la honte change de camp? Ou du moins, quelles sont Euh, vos solutions peut-être? oui, oui. Bon, là, on change de camp. C'est un travail de longue haleine. Voilà. Comme elle a dit, Manon, il faut travailler sur les consciences. Dans une société où ce genre de violence-là est toléré et même parfois est toléré et accepté, est considéré comme normal, il est difficile de changer les choses du jour au lendemain. D'accord? Comme elle l'a dit, on ne, on ne, on ne demande pas à quelqu'un que la personne souffre. D'accord? Elle-même doit le ressentir. Et elle doit se rendre compte qu'elle est dans un environnement qui est dangereux, aussi bien pour sa santé, pour sa vie, que pour ses enfants. Voilà. Mais il faut le noter, souvent, ce genre de cas-là est dû aussi à l'influence, à la trop grande influence que l'homme peut avoir. Ça peut être quand une femme est en situation de dépendance, souvent financière extrême, et que, par la même occasion, ses parents aussi, parce que dans la plupart des cas, l'homme s'occupe aussi bien de la femme à tous les niveaux. La femme est souvent sous la dépendance totale de l'homme et sa famille aussi est sous la dépendance totale de l'homme. Si bien que les parents de la victime ont tendance à tout excuser au monsieur. Voilà. Mais quand la dépendance est réduite, que la femme a une certaine autonomisation, a une certaine indépendance vis-à-vis de l'homme, notamment du point de vue financier, il lui est plus facile de se départir de cette influence-là et de chercher des solutions qui soient, disons, extérieures au cadre familial. D'accord. Qui soient extérieures au cadre familial. Sinon, c'est la sensibilisation qui, pour moi, est le maître mot. Mais c'est une œuvre de longue haleine. Parce que les mentalités ne se changent pas du jour au lendemain. D'accord. Merci beaucoup pour vos interventions sur ce premier sujet. Oui, Ismaël. Ensuite, me donne 30 secondes, une petite statistique que j'ai vue qui dit que pour Abidjan seulement, dans la période de 2019 à 2020, on a eu 416 féminicides. OK? En France, pour presque 60 millions d'habitants, on a eu 236 féminicides. Donc, ça montre à quel point c'est un problème qui est très sérieux chez nous en Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est ça. Et encore, c'est... Ok. Et encore, ce sont des données... Voilà. En zone rurale. Absolument. Ce sont des statistiques ça, en plus. Abidjan, Ce n'est vraiment pas des choses qui sont recensées par la police, voilà. Tout ça. C'est encore ça. C'est ça qui est... Des statistiques qui est difficile de démontrer, afin de... Non, pas forcément difficile de démontrer, mais... De vérifier sous nos yeux. Non, ces statistiques ont été vérifiées. Ça a été le travail d'une association. Non, je veux dire... Sylvia Apata. Non, je veux dire, souvent même ces statistiques sont sous-estimées. Il y a des cas qui sont oubliés.
Et que tout n'a pas été forcément reporté à la, Ouais. reporté à la police, ou voilà, C'est ça. à la police, C'est ça, et que, même. voilà, on a Oui, juste fait une justement. extrapolation Et, statistique. et je ne sais pas si vous avez fait la remarque, c'est une statistique qui est juste sur Abidjan, 5 millions d'habitants. Oui, Juste oui, oui. Abidjan. Et le 236, c'est sur la France tout entière. Oui, effectivement, il y a forcément assez de choses à Non, faire. Je pense qu'il y ça a aussi donne une froid, statistique qui dit ça que donne froid dans le dos. 70% des femmes à Abidjan aussi ont été déjà victimes de violences conjugales. En tout cas, ça montre combien de fois le phénomène il est énorme, banalisé et mérite vraiment l'attention particulière de tout citoyen. Il y a un élément que je voudrais ajouter rapidement. Au niveau de la sensibilisation, il faut bien pouvoir répertorier, il faut informer les victimes sur comment ces violences se matérialisent. Qu'est-ce qui est considéré comme violence? On parle souvent de VBG, violence basée sur le genre, les différents cas de violence. Et pour chaque cas, quelles sont les voies de recours, ainsi de suite. Il faut la sensibilisation. Il y a plusieurs structures qui sont là. On se rappelle du cas, comment il s'appelle, Yves Dembélé récemment. C'est vrai, c'était un autre cas de violence, notamment le viol. Mais il y a plusieurs ONG qui travaillent dans ce sens. Voilà. Merci beaucoup à tous pour ce sujet. Est-ce que je pourrais intervenir parce que je laisse toujours le temps aux invités d'intervenir. Si on vous donne spécialement une minute pour. Ouais, allez-y. Okay. Oh, 1 minute, pas 2 minutes. Oh là là. Allez-y. Allez, vous avez 2 minutes. Bon, j'ai pris l'émission en cours. Je suis d'accord avec le docteur Eunou quand il met la. C'est bien le docteur Eunou, c'est ça? Oui, c'est ça. Il met en évidence la question de l'autonomisation de la femme. Parce qu'une forme ou une modalité pour lutter contre les violences conjugales, c'est justement l'autonomisation de la femme, l'autonomie de la femme. On va voir que c'est vrai, quand la femme est autonome, on ne dit pas que dans les couples où la femme est autonome, il n'y a pas de violence conjugale. Mais dans ces couples-là, la violence conjugale est mineure. Il faut dire que quand la femme a autonomisation, elle prend certaines initiatives relativement à cette situation, à ce fléau-là. Et donc, bon, j'appuie sa pensée pour dire que je suis entièrement d'accord avec lui sur ce fait-là. Bon, je pense aussi que souvent, les femmes, elles ont peur, ou bien dans les couples où il existe cette violence conjugale, il y a l'espoir que l'homme change, l'espoir qu'il y ait du nouveau, l'espoir qu'il y ait une novité. Il y a toujours cette espérance-là qui est nourrie de changement de demain. Et donc, moi, je pense qu'il y a ce sentiment-là. Et le problème aussi, dans notre façon, dans notre modalité de justice en Afrique, en général, on ne fait pas un travail sur l'homme, et tout, c'est sur la femme. Et ça, c'est un gros problème. Quand il y a une violence, on peut aussi interroger l'homme et puis essayer de faire un travail avec cet homme-là pour arriver à maîtriser ses émotions de telle façon à créer une pacification dans le couple. La troisième chose pour conclure, puisque j'ai pris l'émission en cours avec l'intervention de M. Soumaoro, qui fustigeait le fait qu'on utilise un DJ, comment il s'appelle, rappelez-moi le nom, comme un étendard, comme un porte-flambeau de DJ Lewis, comme un porte-flambeau de la lutte contre les violences conjugales. Mais je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple qu'un homme qui a vécu qui a usé de la violence dans le foyer pour faire une promotion de la paix, non? Parce qu'on a vu, moi j'ai vu certaines organisations où, par exemple, qui avait les cartes en main était un drogué. Et donc, bon, excusez-moi d'utiliser ce terme, qui a vécu avec des substances, qui faisait la promotion d'une vie sans les substances. Une certaine, disons, comment on dirait, une certaine campagne contre, par exemple, la drogue. Je pense que si lui, c'est un passif, il a eu des moments de crise et donc s'il revient en lui et il fait une promotion, il fait une campagne contre les violences conjugales, je pense qu'il n'y a pas autre personne mieux placée que cet homme qui a vécu une histoire de violence. Et donc, il y a une certaine reconversion, une conversion. Dans la vie, il y a des moments où on fait tous des erreurs et quand on se rend compte des erreurs qu'on a eu à commettre,
on se donne de nouvelles bases sur lesquelles marcher de telle façon à éviter de tomber dans les mêmes pièges du passé. Voilà, donc c'est un peu ces détails-là que je voulais soulever. J'espère que j'ai respecté les 1 minute ou bien 2 minutes. Vous avez pris 2 Merci minutes, beaucoup. vous avez doublé le temps. Non, mais, Voilà. Non, on va aller, non, on va aller un peu plus, on va partir, on va avancer un peu on a passé le temps, on va avancer un peu dans les sujets. Donc, le second sujet va concerner la question du collectif des 3000 docteurs, notamment qui revendique effectivement le fait qu'ils soient recrutés. Je pense qu'on devrait avoir une autre personne qui devrait nous rejoindre, qui est aussi un docteur qui fait aussi partie du collectif. Donc, comme le docteur Jean-Noël Léonou a eu à le signaler dès le début, il fait partie de ce collectif des 3000 docteurs-là. Et il y a aussi quelqu'un qui essaie de nous rejoindre. Je ne sais pas si vous nous entendez, Deroux. Essayez d'activer votre micro pour pouvoir avoir la possibilité de vous exprimer. Essayez d'activer votre micro. Voilà. Donc, le temps qu'il active son micro et qu'il nous rejoigne, voilà, on va tout de suite planter un peu le décor sur ce sujet-là. C'est un sujet qui a mobilisé, en tout cas, qui a attiré l'attention des Ivoiriens depuis le mois d'octobre, si je ne m'abuse. Et notamment, des consultations ont été menées entre le collectif des 3000 docteurs et le ministère de tutelle, donc notamment le 5 novembre 2021, déjà une réunion avait été organisée pour que les problèmes soient posés, les solutions trouvées. Et donc, jusque-là, je pense que les négociations sont encore en cours. Et récemment, il y a eu une autre rencontre entre le ministre et le collectif des 3000 docteurs. Je pense que ce que réclament les docteurs, c'est qu'il faut qu'il y ait un décret présidentiel qui permette à ce que les docteurs soient recrutés. D'un autre côté, le ministère leur propose de pouvoir participer aux concours qui sont organisés, mais aussi et surtout de chercher aussi d'autres voies et moyens, notamment s'orienter aussi vers le privé. Voilà. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est le docteur Jean-Noël Léonou qui est avec nous et qui fait partie du collectif. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce qu'il y a eu, en tout cas en résumé, les décisions qui ont été prises avec la dernière rencontre du ministre et votre collectif? Ok, merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà te dire qu'il y a docteur Deroux qui est connecté, mais il me fait savoir qu'il n'arrive pas à nous entendre. Il m'a envoyé un message dans le chat pour me dire qu'il n'arrive pas à nous entendre. Allez-y, je pense qu'il va... mais allez-y, commencez à vous exprimer sur le sujet, le temps que... Il y a quelque chose à faire. Voilà. Alors, donc, oui, bon, enfin, vous avez bien planté le décor. Hein. Alors, le collectif a été créé à la suite d'un concours, du dernier concours pour le recrutement des docteurs pour l'enseignement supérieur au niveau des universités et grandes écoles publiques, qui a eu lieu en octobre 2021. Alors, les résultats ont été proclamés en août. Les résultats ont été proclamés en octobre. Le concours a eu lieu en août, les résultats ont été proclamés 2 mois après. Et c'est eu égard donc à un certain nombre d'irrégularités observées au niveau des résultats qui étaient vraiment grossiers, grossière, je vais dire, que le collectif a été mis sur pied pour demander un certain nombre de questions qui restaient en suspens à son ministère de tutelle. Voilà. Donc, il y avait un certain nombre d'aberrations. Et donc, pour avoir une meilleure clarification, voilà, parce qu'on a observé que non seulement le concours en lui-même a manqué de transparence, il y a eu une certaine opacité, parce que par le passé, les résultats, par exemple, étaient affichés. Cette fois-ci, les résultats n'ont pas été affichés. Tous les postulants avaient un numéro, un identifiant, et on leur demandait d'aller entrer leur identifiant sur la plateforme électronique, sur le site, sur un site qui leur avait été indiqué. Et c'est individuellement que chacun pouvait avoir son résultat, savoir s'il est recruté ou pas, s'il était admis ou non. Alors, et puis après, à côté de cela même, le processus en lui-même, disons, laissait à désirer.
les frais inhérents à la participation du concours étaient exorbitants. Ils le sont toujours d'ailleurs, mais il faut, Dieu merci, il faut le dire, le ministre nous a entendu et on a eu un certain nombre d'acquis à ce niveau. Donc, de façon concrète, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez concrètement? Oui, j'en viens. Donc, il y avait deux problèmes majeurs. Le processus en lui-même, il y a deux problèmes majeurs. Le processus en lui-même qui n'est pas transparent et qui est entaché d'irrégularité. Et ensuite, la question de l'insertion socio-professionnelle des docteurs. Parce qu'il faut noter qu'officiellement, il est prévu 2 sessions de recrutement chaque année pour les docteurs. 2 sessions de recrutement organisées chaque année pour les docteurs. Et il y a eu 4 années où il n'y avait pas eu ce recrutement. Si bien qu'il y a eu une accumulation, d'accord, des docteurs et on s'est retrouvé à ce chiffre tristement célèbre de 3000 docteurs, plus de 3000 docteurs non recrutés. Nous sommes à un peu plus de 3200 docteurs non recrutés. Voilà. Donc, il est question pour nous de demander l'insertion socio-professionnelle de tous ces docteurs-là pour régler, disons, une injustice qui a été faite. Voilà. C'est vrai que cette accumulation n'est pas directement due aux activités du ministre, puisque le ministre est arrivé le 13 mai 2020 et que les trois concours qui n'ont pas eu lieu, les 3 premières années là, ils n'étaient pas aux affaires. Mais l'administration est en continuité. D'accord, une fois qu'il arrive et qu'il est saisi du dossier, il doit être à mesure de proposer il doit être à mesure de trouver des solutions. D'accord. D'ailleurs, nous avons proposé des solutions très pertinentes lors de notre première rencontre. D'accord. Voilà. Bonsoir, docteur Deroux, si vous nous entendez, activez votre micro pour peut-être vous exprimer. Est-ce que vous nous entendez? Oui, j'essaie d'activer le micro pour vous. Bon, je demande d'activer. Voilà, je pense que vous pourrez maintenant vous exprimer. Vous nous entendez? Je pense que votre micro est activé, vous pouvez vous exprimer. Allô? Allô? Oui, si c'est moi, je vous entends. Oui. Hein, voilà. Donc, allez-y. Exprimez-vous, s'il vous plaît. Moi, je vous entends parfaitement. Voilà, donc du coup, donc si vous nous entendez parfaitement, voilà, la question, il y a le docteur Jean-Noël qui parlait de solutions que vous avez eu à proposer. Quelles sont les solutions de façon concrète, de façon transparente, que vous proposez pour le recrutement de 3000 docteurs? Moi, j'ai pu lire dans les journaux que, en fait, vous proposez qu'il y ait un décret présidentiel qui soit pris, que ces 3000 docteurs soient recrutés entièrement. Derrière, le ministère vous oppose le fait qu'il n'y a pas le budget pour cela. Comment est-ce que vous réglez donc, comment est-ce que vous voyez donc cette situation? Allô? Bon, je pense qu'il a quelques soucis de connexion. Donc, docteur Jean, je vous pose donc la question, comme vous qui êtes le seul présent sur... Oui, dites-lui, il faudra lui dire dans le chat que dès qu'il peut... Oui, mais je pense que vous l'avez aperçu. Hein. Oui, bon, qu'il réponde, je pense que là, il entend maintenant. Il arrive à s'exprimer. Allô? Docteur Deroux, Simi? Allô? Bon, en fait, comme c'est un de nos invités. Monsieur John Diama, c'est bon? Je peux intervenir? Oui, vous pouvez intervenir. Allez-y. Voilà, vas-y. Sinon, j'allais continuer. D'accord. Pourriez-vous présenter-vous rapidement et puis vous intervenir sur la question? D'accord, docteur Deroux, hein. Je suis historien, je suis politologue, je suis membre du collectif qui a engagé les actions pour pouvoir porter au gouvernement la précaire situation dans laquelle vivaient certains docteurs. Voilà. Je pense avoir écouté le docteur Ounou. On essaie d'avancer. On a fait plusieurs propositions de solutions pour sortir de la crise. Vu que selon les informations à nous fournies par le ministère, le nombre de places disponibles semble insuffisant pour
je dirais, aspirer tous ces docteurs-là, on leur a proposé aussi de nous insérer au niveau de l'administration publique et au niveau de certaines institutions. Ben voilà. Alors, on leur a fait savoir que le problème n'était pas événementiel en Afrique, dans la mesure où les autres pays comme le Maroc, la Tunisie, le Cameroun ont connu aussi ce problème-là. Et c'est dans ce sens-là qu'on a demandé un décret exceptionnel pour pouvoir nous insérer. C'est vrai qu'au Cameroun, ça a été exclusivement dans l'enseignement ainsi qu'au, je dirais, au niveau de la Tunisie. Mais au niveau du Maroc, il y a eu là, dans les années 2006-2007, je pense on les a insérés tous dans l'administration. Actuellement, de manière concrète, on a échangé avec le ministre. Bon, ce n'est pas un ministre qui signe le décret, hein. Il faut le dire, c'est le président de la République. L'impression qu'on a, c'est que le mot décret semble un peu tarauder trop les gens. Nous, notre objectif final, c'est que tout le monde soit inséré. Si à la fin on est inséré, tant mieux. Donc, il nous a suggéré de faire un lobbying. Voilà. Un lobbying qu'il va faire progressivement au niveau du gouvernement pour qu'on soit inséré. Bien avant, cette année, il a dit qu'il allait initialement recruter 450. On a estimé que ce n'était pas suffisant. Il est passé à 600, je crois, 660, tout en nous promettant de faire ce qu'il peut pour pouvoir augmenter ce nombre. Alors, au niveau du ministère, relativement au ministère, il y avait des failles qui étaient exclusives au fonctionnement interne du ministère. Ces failles-là, il y a quand même beaucoup qu'on a pu régler. C'était je dirais les multiples candidatures avec les frais un peu onéreux. Alors, dans le temps, il fallait impérativement parcourir, si on voulait multiplier nos chances, toutes les universités, en payant les sommes de 50 000, les sommes variaient de 50 à 65 000. Donc, si vous voulez diversifier vos candidatures, souvent d'autres dépensaient jusqu'à 600, 700 000. Et finalement, les résultats étaient centralisés. On a dit que ce n'était pas utile. Il fallait centraliser le dépôt. Aujourd'hui, on a un seul dépôt. On paye 50 000 francs ici à Abidjan. Après, on dépose les dossiers physiques. Et quand les résultats sortiront, vous verrez qu'on sera orienté dans l'université de notre choix. Donc, plus besoin de parcourir tout le pays. Plus besoin de dépenser plus de 600 à 700 000 pour multiplier les candidatures. Ça, c'est un acquis. Deuxième élément, avant, lorsque le concours était lancé, on ne nous précisait pas le nombre de places disponibles à telle enseigne que les gens déposaient sans savoir où ils allaient. Aujourd'hui, c'est chose faite, ça aussi, c'est un acquis. Et un autre élément qu'on trouvait assez aberrant, c'est le fait que parmi les membres du jury, il y avait plusieurs membres du jury qui n'étaient pas spécialistes des étudiants qu'on auditait. C'est d'ici, moi, en déroute. Je vais à l'audition, je suis historien politologue. Dans mon jury, il peut y avoir soit un spécialiste en anglais, en sociologie. Il n'y a même pas d'historien. Cette année, on nous a dit que ça allait être réglé. Alors, pour me résumer, c'est une lutte. Et une lutte, les fruits ne s'obtiennent pas illico. Progressivement, on essaie de faire des propositions et des concessions. Une chose est sûre, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un problème chronique au niveau de l'employabilité des docteurs. Au niveau international, tout le monde le sait. La tutelle a été saisie. Et je pense qu'ensemble, nous sommes en train de trouver les moyens de solution. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Je vous remercie. Donc, avant de passer à ceux qui ne sont pas forcément concernés par la question, mais qui sont indirectement concernés aussi parce qu'ils sont citoyens et ils vivent aussi la situation, notamment Manou et Ismaël, j'aimerais d'abord vous poser la question. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens, les citoyens ivoiriens vous ont soutenu? Est-ce que vous avez eu le sentiment que vous avez été soutenu dans cette lutte-là? Ou bien vous avez plutôt un sentiment mitigé? Bon. Ben oui, peut-être, mais je pense que c'est une question. Il y a eu beaucoup de stéréotypes qui ont été véhiculés dès le début. Bon, c'est des parts sur l'État ne peut pas employer tout le monde. Bon. Mais je pense qu'avec le temps, les explications qu'on a données, les stéréotypes se sont effondrés. L'opacité qui prévalait, je dirais les dysfonctionnements, je préfère ce mot-là, qu'on avait du mal à comprendre. Au fur et à mesure, on a fait quelques petites campagnes, des gens ont su à comprendre. Le ministre même l'a dit, vous savez, de manière naturelle, les gens fantasment sur le doctorat. Et ici, c'est un fait. Malheureusement, beaucoup de nos jours semblent devoir leur poste soit à un militantisme actif. Je veux dire que les postes que certains ont ne sont pas forcément, je ne dis pas tous les postes, ne sont pas forcément tributaires de leurs compétences. Donc, quand ils entendent tout l'ami docteur, ils sentent forcément que leur gagne-pain sont menacés. Voilà. Mais je dis dans l'ensemble, certains nous ont compris. Le sentiment, il est mitigé, mais je pense qu'au fur et à mesure, voilà, tout le monde va s'aligner et puis voilà. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Si le peuple nous a pas, les Ivoiriens n'ont pas compris, c'est un peu trop, mais je pense que c'était à nous de faire une campagne d'explication, on l'a faite.
Mais le sentiment, comme on l'a dit, il est quand même acceptable. Ben voilà. D'accord. Manu, vous avez suivi, est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez, oui, je vous donnerai la parole après. Monsieur Manu, pardon. Manu Kayumou, vous avez suivi cet épisode-là. Quel a été un peu votre sentiment? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tout aussi, bon, personnellement, j'ai été choqué d'attendre qu'il y ait plus de 3000 docteurs qui n'arrivent pas à pouvoir s'insérer et que ça durait sur certaines années. Quelle a été votre réaction? Est-ce qu'aujourd'hui, les solutions qui sont proposées aujourd'hui, pensez-vous que ça vient résoudre en quelque sorte les questions qui ont été soulevées? Oui, j'ai été choquée par cette situation parce que il y a d'autres encore docteurs qui vont venir s'ajouter. Donc, déjà, en voyant que nos prédécesseurs sont déjà dans la gadoue, on se dit, ben, on n'est pas sorti de l'auberge. En ce qui concerne les solutions, ce sont des solutions, certes, mais en même temps, il faudrait la bonne volonté de ceux qui doivent exécuter ces solutions-là. Donc, on espère qu'il y aura cette bonne volonté-là. Comme le docteur Deroux a dit, il a dit que plusieurs parmi n'ont pas vraiment les compétences d'avoir le poste. Et il y a aussi cette situation de cumul de postes dans nos administrations que tout le monde connaît, qui est aussi une fragilité à l'employabilité des jeunes ou même des docteurs. Donc, il faudrait vraiment lutter contre ce fléau comment dirais-je, de cette accumulation-là aussi. Parce que je pense aussi également que ça joue sur tout ce qui est employabilité. Pour ce qui concerne en ce qui concerne la situation des docteurs, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment une bonne foi et une envie vraiment des autorités de régler ce problème-là. Donc, on s'assoit, comme on dit, et on attend de voir. Et les batailles qui ont été menées déjà, s'il y a eu une rencontre, en espérant que cette rencontre ne soit pas une rencontre d'épouvantail pour amuser la galerie. Et voilà quoi. On espère que ces solutions-là seront exécutées, mises en pratique, parce qu'il y a trouver la solution et puis la mettre en œuvre également. D'accord. Docteur Jean-Noël, nous avez voulu ajouter quelque chose rapidement, et puis après, je passe la parole à Ismaël Soumaro, et aussi à d'autres qui nous ont rejoints, qui auront peut-être quelques mots à dire. Oui, merci. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes engagés dans un processus, d'accord, depuis le départ. Et comme elle l'a dit, c'est une question de bonne foi. S'il y a de la bonne foi et de la volonté, on peut faire beaucoup de choses. Et nous nous réjouissons de ce que, depuis quelques semaines, le ministre est dans de meilleures dispositions. Parce qu'il faut le noter, cette question, dès le départ, avait été essayée d'être politisée. Comme Dr Deroux l'a dit tout à l'heure, beaucoup de personnes autour du ministre et autour et dans le giron du pouvoir, qui pour la plupart cumulent des postes, c'est malheureusement une de nos temps en Afrique. Il n'est pas rare de voir des personnes qui sont ministres, députés, PCA et j'en passe, qui ont 5 ou 6 salaires. Écoutez, les gens ont des avantages qu'ils ne veulent pas abandonner. Et tout changement en ce monde-là se heurte à une forme de résistance. D'accord? Même pour la guerre, vous verrez des gens qui profitent de la guerre. Vous avez l'industrie de la guerre, l'économie de la guerre, ainsi de suite. Donc, c'est un processus qui peut être long, mais il faut saluer et se réjouir des dispositions d'esprit dans lesquelles les deux parties se sont engagées. Et étant donné que la négociation et les pourparlers se poursuivent et que le cadre d'échange a été créé, on espère que à la longue, des solutions idoines seront trouvées. Voilà. Surtout concernant l'insertion socio-professionnelle, qui est vraiment la solution définitive. Voilà. Et puis, pour l'avenir, il s'agira aussi d'anticiper un peu sur les phénomènes. Parce que sous nos cieux, dans la gestion des politiques publiques, l'anticipation et la prospective ne sont pas toujours au cœur des enjeux. Voilà. Okay. Or, c'est un problème qui aurait pu être évité si on avait anticipé. Voilà. D'accord. Ismaël Soumaro, quel est votre avis sur la question situation
que nous a tous frappé dans le mois d'octobre, ce que nous avons pu voir. Et finalement, je pense que d'après ce que le docteur Deroux a eu à citer comme solution qui ont été prises, est-ce qu'on peut dire que la situation a été très bien gérée par le gouvernement et est-ce que les choses ont mieux compris la situation et ont pris les bonnes décisions pour que les choses puissent aller sur le droit chemin? Merci, John. C'est sûr que, comme tout le monde, j'ai suivi cette situation depuis un certain temps avec le docteur Jean-Noël et nous aussi, et tout, on en a discuté souvent. Et moi, je me réjouis qu'il y ait quand même une certaine entente entre le collectif des 3000 docteurs et le gouvernement dans l'objectif de trouver comme une solution. C'est sûr que si on regarde la situation de l'emploi, déjà qu'on voit que l'école génère chaque année presque 75 000, les universités, les grandes écoles, presque 75 000 diplômés. Et en revanche, le nombre de postes disponibles est très insuffisant, aux alentours de 13 000. On a quand même un déficit de 62 000. Okay? Et chaque année, on a encore de nouveaux diplômés qui viennent s'ajouter. Je me dis, à un moment donné, oui, est-ce que nos docteurs, ils sont quand même plus de 3 000. Ils sont quand même plus de 3 000. Est-ce qu'à un moment donné, les gens se sont assis pour s'organiser, comment mettre en place une structure qui va essayer de se détacher, pas forcément de se détacher des emplois institutionnels, mais d'essayer de regarder aussi du côté du privé pour voir est-ce qu'on peut trouver un mécanisme où réussir à insérer tous ces docteurs-là dans des domaines au niveau du privé. Parce que oui, on a 3 000 docteurs. Si on n'a pas besoin de 3 000 personnes, on va les insérer. J'ai entendu le mot insérer et j'ai été très mal à l'aise avec. C'est comme si on dit, des gens ont été formés, il faut les insérer dans l'administration comme ça. Il faut les insérer. Si on n'en a pas besoin, on va les insérer. On condamne qu'on a un Sénat qui est là et on est en train de débourser des milliards à un Sénat qui ne rapporte rien. Vous voulez qu'on insère des gens juste pour les payer? Moi, je suis très mal à l'aise avec parce que par rapport à ma culture, moi, je suis au Canada ici. Je sais que quand quelqu'un décide d'étudier, moi, j'ai décidé d'étudier. Je payais mes études ici. J'ai payé mes études. J'ai payé et c'est ma responsabilité aussi de me battre pour me trouver un emploi. Je ne vais pas rester là pour dire le gouvernement canadien va me caser. Non, même si j'ai fait un doctorat, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression qu'on vit encore dans nos pays en Afrique comme si on était encore à l'époque post-coloniale où on a une administration qui est là, qui doit engager tout le monde. Et il faut faire attention à ça. On a 3 000 docteurs. Je pense qu'ils peuvent s'organiser. D'accord. Non, j'ai fini. J'ai fini. voudrais réagir. Je ne serai pas long. Quand il va... Non, docteur Jean, laissez-le terminer. Je pose une question particulièrement... C'est ça. Je suis très content que le gouvernement essaie de caser le plus qu'il peut. Mais pour moi, c'est quasiment utopique qu'on dise qu'on prenne un décret pour caser 3 000 personnes d'un coup. Il y a des gens qui ont fait du BTS, il y a des gens qui ont fait une maîtrise, il y a des gens... Tout cela, c'est des gens qui ont étudié en Côte d'Ivoire et qui ont besoin aussi d'un boulot. Donc, il y a la responsabilité de celui qui décide d'étudier dans une branche, de se trouver un emploi aussi. Donc, les responsabilités sont partagées. Il faut faire attention. Moi, c'est à cela que je suis habitué. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai payé tout le long de mon cursus et sur une filière que je savais que ça allait aboutir à un emploi. Donc, il faut qu'on fasse cette prise de conscience aussi. Ça marche, c'est bien noté. Et je pense que ce que Ismaël Soumaro a eu à dire, il pense que c'est le même raisonnement que beaucoup de personnes ont eu à tenir tout au long de cette lutte. Ce sont des stéréotypes. Docteur Jean-Noël, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Voilà, ce sont des... que la plupart de ceux qui ne soutenaient pas en fait, cette lutte des docteurs ont eu à tenir. Donc, je vous pose vraiment cette question, effectivement, pour dire, est-ce que vous comprenez ces personnes-là qui sont outrées par le fait que des docteurs demandent à ce qu'on les insère. Et derrière, cette personne propose comme solution aux docteurs de se réunir pour créer des entreprises. En tout cas, c'est ce que j'ai eu à entendre à plusieurs reprises. Vous, est-ce que ces personnes n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que le doctorat? C'est pourquoi est-ce que j'enseigne de réflexion? Et comment est-ce que vous répondez à cela? Comment est-ce que vous arrivez à dissiper en fait toute cette incompréhension autour de vos préoccupations? Absolument. Oui, je vais intervenir rapidement. Vous avez une minute parce que pour qu'il y ait une qualité dans le temps des paroles. Voilà. Vous avez une minute rapidement. Non, en principe, je devais lui laisser la parole puisque c'est un de nos invités, mais je voudrais intervenir rapidement.
Alors, on s'est rendu compte que c'est une question qui est malheureusement élitiste, vu le peu de docteurs justement qu'il y a en Côte d'Ivoire et les maturités générales de nos populations en Afrique, le niveau d'évolution des mentalités et des connaissances. Écoutez, je l'ai dit sur ma page, nous sommes dans des États, notamment en Côte d'Ivoire, où 80% de l'offre d'emploi, je dis bien 80% de l'offre d'emploi provient du secteur public, provient de la fonction publique. Si vous remarquez, il n'y a pas que les docteurs qui se dirigent directement vers la fonction publique une fois leur diplôme en poche. C'est tous les diplômés de Côte d'Ivoire. Oui, mais on comprend cela. Donc, non, laissez-moi finir. Le débat n'est pas sur l'employabilité de façon générale. Est-ce que vous pouvez répondre à la question de façon directe? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous devrez vous mettre ensemble, créer des entreprises, ainsi de suite, alors que vous êtes des docteurs? Oui, si vous permettez. Oui, mais je vais en venir. Je vais en venir. Et non, si vous permettez, je vais. Oui, vas-y, déroule. Vas-y, déroule. D'accord, en fait, moi je vais dire que d'abord dire c'est chimérique, c'est normal, mais c'est ignorer beaucoup d'éléments sur le fonctionnement. On a fait des propositions pratiques, on a fourni un compendium au gouvernement qui met en exergue les expertises de tous les docteurs. Je vous donne un exemple. On a des docteurs qui sont spécialistes des questions de décentralisation. On a une grande structure en Côte d'Ivoire qui travaille sur la décentralisation. Quand vous partez aujourd'hui, ceux qui y sont n'ont pas forcément les mêmes compétences que nous. On est dans une situation où il y a des postes. Mais le problème, c'est que ceux qui occupent ces postes ne sont pas forcément ceux qui doivent y être. C'est une réalité. On a fourni un compendium de plus de 800 docteurs qui met en exergue. On a des amis qui sont spécialistes des questions du port. Ils ne sont pas forcément obligés d'aller en amphi. Voilà. Il y a des amis qui ont travaillé sur des questions relatives à la gestion foncière. On a l'AGF, on a plusieurs structures même étatiques. Les structures étatiques en elles-mêmes, à leur niveau, peuvent employer plusieurs docteurs. On l'a dit. Notre slogan, ça a été dépolitiser le mérite. Plusieurs de ceux qui occupent aujourd'hui les fonctions, quand vous leur demandez, leur CV, c'est quoi? Ils ont été présidents de tel groupement politique. Ce n'est pas seulement pour ce gouvernement, c'est depuis un bon moment. En Côte d'Ivoire, on ne récompense que depuis un bon moment l'engagement politique. C'est le problème. On l'a dit dans nos universités, il y a un manque qui est réel. C'est quoi la priorité du gouvernement? Quand vous dites qu'on a une université où on a un enseignant pour 350 au lieu d'avoir un enseignant pour 25, et que dans ce pays-là, on a plusieurs structures, plusieurs institutions dont on a du mal à percevoir la nécessité. Qu'est-ce qui est chimérique? Qu'est-ce qui est important pour le gouvernement? On ne veut pas faire de comparaison, mais on a des institutions dont on a du mal à percevoir. Regardez dernièrement, il y a des nominations qui ont été faites dans une institution. Logiquement, ceux qui y sont doivent avoir l'expertise. Mais on remarque que c'est des récompenses politiques. C'est ce système-là d'abord, c'est de ça qu'il faut parler. On ne dit pas qu'on nous embauche, on est à la maison. Moi, je suis spécialiste des questions. Non, c'est un fait. Parce que c'est la... Non. Je ne le politise pas dans le cadre politicien, mais dans le cadre politique, parce que c'est la politique qui régente tout. Voilà. Je ne fais pas une interprétation politicienne. J'en fais une interprétation politique, parce que c'est la politique qui gère la société. C'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, qu'on permette aux docteurs de mettre en... Moi, je suis spécialiste des questions de conflits, de discours, en question du terrorisme qui arrive au nord là-bas. On a des spécialistes sur des questions du terrorisme. On peut les prendre. Ils vont fournir. Le problème des gens... Parole un peu, voilà. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, dire que ce n'est pas chimérique. Et encore, ne comparez pas. En Europe, les docteurs, ils sont financés par l'État. Ici, même pour avoir une bourse, c'est tout. C'est compliqué. Il faut être audacieux pour faire un doctorat. Le ministre nous l'a dit au début. Il nous a dit d'entreprendre. On lui a dit, mais on entreprend avec quoi? On n'entreprend pas comme ça. Alors, dire que ce n'est pas que c'est des gens qui attendent tout de l'État. Et tout le monde n'est pas docteur. Dans un pays, les docteurs, en Europe, les docteurs se prennent en charge parce que l'État crée les moyens d'insertion. Et quand c'est l'élite, il n'y a qu'en Afrique qu'on joue avec l'élite. En Europe, ça peut exister, mais c'est atténué. Je l'ai dit, dans certains pays qui ont des économies officiellement moins nantis que les nôtres, des décrets ont été pris. Aujourd'hui, il y a plusieurs postes qui ont été créés dernièrement, mais on a du mal à voir ce que ça apporte au développement du pays par rapport à des docteurs. Donc, nous, on a des compétences qu'on a mis en exergue. On a fait un compendium qu'on a fourni au gouvernement. Nous sommes capables d'exercer. Alors, si on exerce, et ça va aider. La ministre de la fonction publique l'a reconnu. Elle dit c'est un avantage pour l'État de Côte d'Ivoire d'avoir des docteurs comme employés.
ça va compétitiviser, si vous permettez l'expression, ça va rendre plus professionnel, plus dynamique les performances. Alors, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas que c'est chimérique, juste une volonté politique et les docteurs ont l'expertise, ils ont fait des propositions en mettant en exergue ces expertises. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. S'il vous plaît, pour terminer sur le sujet, il y a deux autres personnes qui nous ont... Assez rapidement, 30 secondes. Non, pour terminer sur le sujet, il y a deux personnes qui sont connectées qui peut-être auront envie de s'exprimer. Oui, jusqu'à Stéphane Yann. Jusqu'à seconde. Docteur Jean-Noël, s'il vous plaît. Est-ce que Stéphane et M. Ouattara, est-ce que vous voudriez vous exprimer en 1 minute rapidement sur la question? Ça n'est un peu avancé dans le temps. OK. Non, ils n'ont pas vraiment d'autres choses. Juste 15 secondes. Docteur Jean-Noël, juste 15 secondes et puis voilà, on passe au prochain sujet. Concernant l'employabilité, voilà, il y a beaucoup de préjugés. Je voudrais dire que les docteurs ne sont pas des créateurs d'entreprises. Les docteurs sont des créateurs d'emplois. Ce sont des experts qui réfléchissent dans les pays, dans tous les pays au monde, en tout cas les pays les plus sérieux, les pays émergents, les pays développés. Vous avez des cellules qui sont mises en place pour que ces experts-là réfléchissent à l'état de la nation à court, à moyen, à long terme. Aux États-Unis, par exemple, il y a un livre qui a été conçu qu'on appelle Le monde en 2025 vu par la CIA. Et dans cet ouvrage-là, tous les spécialistes sont intervenus, des historiens, des philosophes, toutes les spécialités, pour dire que de par le monde, vous ne verrez pas un docteur qui est un homme d'affaires. 15 secondes. Donc, vous m'avez donné 15 secondes. Vous en avez eu assez. C'est dommage, dommage, mais... Jean-Noël, oui. Jean-Noël, la problématique, c'est quoi? Actuellement, on a plusieurs docteurs qui ont 47 ans et plus. OK? Et on a encore 3000 qui sont encore sur le carreau. On parle de solutions. Il faut se mettre en mode solution. Tout ce que vous dites, moi, je suis d'accord. Le gouvernement doit faire ci, le gouvernement doit faire ça. Oui, c'est bon, le gouvernement a sa responsabilité. Je suis d'accord avec ça. Mais j'ai dit actuellement, pour ces personnes qui ont 47 ans et plus, qui n'ont peut-être, certains n'ont peut-être jamais travaillé, je ne sais pas, mais c'est quoi la solution? Monsieur Ismaël Smaoro, attendez, moi je vais être factuel assez rapidement. C'est un problème majeur. Je vous pose une dernière question sur ce sujet. Voilà. Est-ce que vous pensez donner 2 chiffres? Non, attendez, Jean-Noël. Monsieur Smaoro, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez, parce que je pense que de ce qui ressort des propos des docteurs, c'est que les moyens sont pas, du moins les conditions ne sont pas mises en œuvre pour qu'ils puissent... Les conditions au Canada ne sont pas les mêmes que les conditions en Côte d'Ivoire. Pensez-vous qu'à l'heure actuelle, les conditions sont réunies pour qu'un docteur qui veut entreprendre, pour qu'un docteur qui veut travailler sur des questions bien précises... Les conditions ne sont réunies pour personne. Il ne s'agit même pas de ça. C'est moi qui dirige l'échange. Excusez-moi. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies aujourd'hui pour que les docteurs, parce qu'ils cherchent à s'épanouir, c'est tout ce qu'ils demandent. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour qu'ils puissent s'épanouir? Voilà. Justement, je suis d'accord avec vous et vous avez pas aimé cette opinion, mais je veux dire que c'est sûr que les conditions sont difficiles et j'en suis conscient. C'est pour ça que je dis qu'il serait plus préférable pour avoir des solutions durables que les docteurs exigent, comme tout le monde, que l'État de Côte d'Ivoire travaille dans le sens de la promotion de l'employabilité des gens, mettre les mesures en place pour permettre à chaque citoyen, à chaque diplômé de pouvoir se trouver un emploi. Non pas... Ces questions ont été évoquées. Ces questions ont été évoquées. Mais non, Jean-Noël, j'ai fini. Ne suffit pas pour évoquer cette... Voilà. Sinon, des propositions très claires. Oui, vas-y. J'ai fini. Tu vois, c'est en ce sens que j'ai dit. Parce que tout le processus que le gouvernement va mettre en place, c'est un processus long. Déjà, ils vont dire, on va embaucher 400. Vous avez monté un peu 600. Il reste encore combien de personnes sur le carreau? Donc, vous allez attendre encore 2 ans pour que ces gens-là aient 62 ans avant de se trouver un emploi. Non, il faut penser aussi à se mettre en mode solution. En attendant que le gouvernement réagisse et que les choses s'améliorent, qu'est-ce que nous, de notre côté, on fait pour se trouver un emploi, pour pouvoir être actif dans la société? C'est ça, la question. Ça ne veut pas dire que je suis en train de vous dire que vous n'avez pas raison. Je suis en train de vous dire de trouver des solutions alternatives en attendant. Merci beaucoup. Il y a une batterie de solutions. Après l'émission, je pourrais vous envoyer, mon ami et moi, on pourra vous envoyer ces solutions-là.
En fait, vous en avez parlé, je pense que Dero en a déroulé un peu. Oui, non, on n'est pas tout dans le détail. C'est pour ça qu'on nous parle d'employabilité, ainsi de suite. Et on a montré la faisabilité. Je voudrais juste dire deux choses. Le problème de l'insertion des 3000 docteurs, là, c'est 25 milliards. Nous sommes un pays qui a un budget de fonctionnement annuel d'un peu plus de 9 000 milliards. On essaie de nous faire croire que là où le Niger a recruté 2400 docteurs en une année, là où le Cameroun a recruté 4000 docteurs en 2 ans, là où la Côte d'Ivoire en 2007 a recruté des docteurs médecins, plus de 1000 docteurs médecins, à un moment où le budget national de fonctionnement était d'à peine 3 000 milliards, on nous dit qu'avec un budget de fonctionnement de 9 000 milliards, un peu plus de 9 000 milliards, on ne peut pas régler un problème de 25 milliards. Mais à qui vous pouvez faire croire ça? Et on n'a pas dit qu'on veut tous devenir des enseignants. On n'a pas dit qu'on veut tous être recrutés de la fonction publique. On a fait des propositions très concrètes. Malheureusement, le temps qui nous est imparti ne va pas nous permettre ici de pouvoir développer tout ça. On a démontré au gouvernement on a démontré au gouvernement que l'entrepreneuriat n'est pas une solution viable dans l'immédiat. C'est une solution qui est viable à moyen et à long terme. On parle de solutions immédiates. D'accord, merci beaucoup, Dr. Jean-Noël. En même temps, moi, je suis très mal à l'aise. Monsieur Smith, non, je termine 5 secondes. Non, 5 secondes. Non, mais c'est en 30 secondes que finalement... Non, 5. Non. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, je pense qu'on a quand même un dernier sujet qui est le cas du... Je vais laisser particulièrement à notre invité spécial qui nous a rejoint en cours de truc, en 30 secondes pour lui permettre de dire un dernier mot et puis on passera au prochain sujet. S'il est là, M. Tarou, si vous avez quelque chose en 30 secondes rapidement pour terminer sur ce sujet. Merci bien. Voilà, moi je pense que il faut sortir des clichés. Et un docteur, dans un pays, les avantages liés au diplôme ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors, on attend en Côte d'Ivoire, si on prend les docteurs, tous les diplômés, les docteurs sont spéciaux. Voilà. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un fait. Sinon, tout le monde serait docteur. Tout le monde a le bac. Je dirais quasiment tout le monde a la licence. Et celui qui a le doctorat a déjà la licence. Donc, il a un plus sur celui qui a la licence, sur celui qui a le master. Donc, il ne faut pas comparer tous les docteurs à tous les diplômés. Actuellement, je trouve ça un peu déplacé. Je trouve pas ça responsable. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Voilà. Merci beaucoup à tous. Donc, merci à tous ceux qui ont intervenu sur le sujet qui était passionnant. Et on a bien compris, en fait, toutes les préoccupations qui ont été soulevées par les docteurs et toutes les solutions qui, jusque-là, ont été proposées par le ministère qui sont en train d'être mises en place. Et nous espérons que ces solutions-là fonctionneront, en tout cas pour le bonheur de l'enseignement supérieur et surtout pour le bonheur de l'éducation en général en Côte d'Ivoire, de l'employabilité également. Voilà, nous allons passer sur le troisième sujet de ce jour. Merci au docteur qui pense qui est parti. Et donc, on passe au troisième sujet. Le troisième sujet concerne la situation politique au Mali qui connaît une évolution, notamment récemment, certains partis politiques de l'opposition, et en particulier le parti au pouvoir, l'ancien parti au pouvoir qui a été renversé, ont décidé de donner un ultimatum en griffe à la junte militaire, la date du 25 mars, pour qu'une solution soit trouvée pour la durée de la transition. Et qu'à partir de cette date-là, ils ne reconnaîtraient plus en fait la junte militaire. La question est de savoir aujourd'hui, vous qui suivez un peu la situation au Mali, qui avez des avis à donner là-dessus, comment est-ce que cela va en tout cas changer l'avenir politique du Mali et aussi l'avenir sécuritaire, parce que la junte est là pour assurer la sécurité selon leur dire. Donc, comment est-ce que les choses vont se reconfigurer? Comment est-ce que les choses vont donc évoluer en fonction de cette position de l'opposition malienne? Quels sont vos avis? Quels sont vos points là-dessus? Docteur Jean-Noël, je vous sens beaucoup plus entreprenant sur le sujet. Qui c'est à moi?
Oui, si vous voulez intervenir. Oui, bon, enfin, je ne vais pas donner l'impression de monopoliser, mais bon, il n'y a pas de souci. Alors, concernant la situation malienne, mais c'était prévisible, hein, c'était prévisible. Nous l'avons déjà évoqué lors d'un débat précédent. Le Mali est un pays qui a une économie modeste et n'a pas des avantages que d'autres pays ont en termes d'avantages naturels. Le Mali n'a pas de façade maritime. Donc, il est évident, par exemple, que les sanctions qui ont été prises, même si beaucoup d'intellectuels s'en sont émus, mais le Mali ne peut pas rester, ne peut pas vivre en autarcie. Le Mali, ce n'est pas la Syrie, le Mali, ce n'est pas la Corée du Nord. Donc, il est évident que c'est une situation qui n'était pas tenable sur le long terme. Et la junte, il faut le noter, on a vu l'arrivée de l'un de leurs ministres récemment ici pour venir rencontrer le président Ouattara pour dire que la junte sera obligée de mettre de l'eau dans son vin. Déjà, on lui avait laissé comme échéance le 25 février. Donc, pour moi, c'est un moyen pour l'opposition de mettre la pression pour dire à la junte que vous n'êtes pas légitime pour être là, mais c'est parce qu'on estime que la situation, la raison fondamentale pour laquelle vous êtes là était une situation exceptionnelle. Le pouvoir de IBK n'était pas à mesure de régler l'action du terrorisme. Et donc, la population, à un moment donné, enfin, une certaine population a vu d'un bon œil que le pouvoir change. Quoique, je l'ai déjà dit, hein, on l'a déjà dit lors d'une émission précédente, les jeunes militaires n'ont jamais réglé de problème dans un pays. D'accord. Le terrorisme, depuis que la junte est là, je ne suis pas sûr que la junte... on me dit, j'entends ça et là que la junte a permis de libérer des villes. Mais du temps de IBK, des villes aussi avaient été libérées. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas... Oui. Il y a eu plusieurs coups d'État, mais depuis 10 ans, il y a eu plusieurs coups d'État depuis 10 ans, mais la question de la montée du terrorisme, du djihadisme au Sahel est toujours d'actualité. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Sinon, Manu, vous avez... Amadou Aya Sanogo serait toujours au pouvoir. Allô? Allô? OK. Donc, Manu, aujourd'hui, comme Manu Karimo, ça vous pose la question, les mouvements, je pense que c'est plusieurs partis, ce n'est pas vraiment tous les partis politiques de l'opposition, il faut quand même le préciser, qui ont donné cet ultimatum à la junte militaire. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que c'est une stratégie pour cette partie d'opposition de pouvoir peser, en quelque sorte, avoir des garanties de la part de la junte à ce que ces partis-là puissent être insérés, puissent être très représentatifs dans un prochain gouvernement de transition? Est-ce que c'est, en tout cas, c'est une tactique pour ces derniers-là, ou est-ce que c'est parce que, en gros, ces partis-là veulent porter la voix du peuple malien qui peut-être qui ne veut plus de cette transition? Je pense que c'est du déjà vu par rapport, c'est du déjà vu. Et la plupart du temps, ces partis-là, même quand ils donnent ou elles donnent des ultimatums, ces opposants ou ces opposants donnent des ultimatums aux différents régimes militaires qui se sont installés par la force, je pense que ça ne va pas si loin. C'est juste pour moi une danse, une politique de sorcier, c'est tout. Je ne pense pas que non plus qu'ils portent la voix du peuple. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation au Mali est vraiment à surveiller de près parce que ça a un véritable impact. Non seulement, on parle du côté terroriste, mais il y a aussi ce côté de dépendance alimentaire qu'il existe entre les différents peuples. Surtout en Côte d'Ivoire, on sait que le principal exportateur de viande, c'est le Mali, et on voit tout de suite les répercussions sur les prix. Donc, pour moi, les deux ont intérêt à mettre de l'eau dans leur vin, que ce soit la CEDEAO comme le Mali, parce que le Mali ne pourra pas continuer à vivre en autarcie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure,
Et la CEDEAO ne gagne rien à verrouiller ses frontières, vu que même si on voit un verrouillage de ces frontières-là, on sait que celles-ci restent pour eux, surtout en termes de terrorisme, comme on l'a déjà vu plusieurs fois avec aussi l'attaque en Côte d'Ivoire de Bassam et la manière dont se pavanent les islamistes du côté de l'État, j'oublie leur nom, pardon, Boko Haram, merci. Et donc, pour vous dire que cette volonté d'aller de front, ça n'arrange personne. Il faut juste qu'on trouve des solutions comme on essaie de le faire, même si la junte doit être restée là, que celle-ci prenne forcément des engagements et les justifie. Et si on voit que les justifications sont bonnes, pourquoi pas les accompagner? Si on voit que, comme d'habitude, ça n'envoie rien du tout, on ne voit pas d'issue, et ben les raccompagner vers la sortie comme on a l'habitude de voir ici. D'accord. Ismaël Soumaro, parce que vous étiez un peu véhément vis-à-vis d'Assimi Goïta dans le temps. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette position d'une partie de l'opposition, ça vient en quelque sorte, vous rassurer un petit peu que les choses vont peut-être changer et que ça va peut-être mettre une pression sur la junte militaire pour qu'elle revoie son calendrier, notamment en ce qui concerne la durée de la transition. Merci, John. C'est clair que, comme tu l'as dit, moi, j'ai toujours été contre les coups d'État. Donc, ce n'est pas comme contre Assimi Goïta, là, mais c'est contre les coups d'État. Et la situation qu'on constate maintenant avec l'ultimatum de l'opposition, ça met quand même, qu'on le veuille ou non, ça met la pression sur la bande armée qui est au pouvoir au Mali. Parce qu'à un moment donné, ils avaient, sur la scène internationale, une certaine cohésion au niveau du soutien face à leur cause. Mais avec une opposition quand même qui n'est pas à négliger, qui donne un ultimatum jusqu'au 25, comment les putschistes au Mali vont réagir? Est-ce qu'ils vont les mater? Est-ce qu'ils vont se mettre à l'épreuve de la démocratie en les écoutant? Parce que la junte a été, le cadre des partis politiques a été très clair. Ils ont proposé une transition de 9 mois. Ils ont proposé un changement de Premier ministre, qu'ils veulent un Premier ministre qui n'est pas trop clivant par rapport à Maïga Choguel. Okay? Ils ont fait un certain nombre de propositions. Qu'est-ce que la junte va faire? Est-ce que la junte va se comporter comme le gouvernement qu'ils ont renversé ou ils vont écouter l'opposition? Parce que s'ils n'écoutent pas l'opposition, progressivement, avec les sanctions qui sont en train de comprimer de plus en plus la population malienne, il va y avoir une forte division au niveau de la population malienne. Et ça ne sera pas à leur avantage, qu'on le veuille ou non. Parce qu'on le sait tous, hein, la communauté internationale, je veux dire la CEDEAO, la France, l'Europe même en général, les États-Unis ont déjà mis une forte pression sur la junte. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir? Le Danemark vient de suspendre tout ce qui est comme aide au développement. Okay? Parce que le Mali a demandé que leurs soldats rentrent chez eux. Donc, l'Europe aussi va couper. Tous ces pays vont couper. La junte compte sur qui? Sur la Russie? Ou, je vais dire, on nous fait croire que, oui, les sanctions qui sont sur la CEDEAO vont agir sur les pays de la sous-région. Oui, c'est normal. Les États-Unis, l'Europe, ils font des sanctions sur d'autres pays qui ont des accords commerciaux avec eux. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a une femme et des enfants qu'il a commis un crime qu'on doit le laisser. Non, il y a des règles. La CEDEAO a des règles. Si lorsqu'il y a un coup d'État, il y a des conditions à respecter. Et la junte au pouvoir au Mali n'a pas respecté. Ils ont commis 2 coups d'État, et ça, je ne cesserai jamais de le dire. Il faut faire la particularité de la situation du Mali par rapport à la Guinée, par rapport au Burkina. On a déjà mis une transition en place et la junte au pouvoir au Mali a renversé ce gouvernement de transition pour s'autoproclamer encore au pouvoir. Et ça, c'est inadmissible. Et je suis sûr que si la junte ne met pas de l'eau dans son verre, la situation risque de se retourner contre elle dans un avenir proche. Allô, John?
Donc, vous pensez que la junte l'opposition a aujourd'hui tous les moyens, en tout cas, de pouvoir faire pression pour qu'elle puisse obtenir gain de cause? Peut-être pas tous les moyens, peut-être que pas tous les moyens, mais au moins réussir à créer une division. Et c'est un fait. À partir du 25, là, ils vont commencer à rallier du monde. Ils vont commencer à rallier. Une fois ils commencent à rallier progressivement, la jeune ne va pas apprécier et ils vont vouloir agir. Du coup, on va retomber dans la même dictature qu'ils sont supposés venir réparer. Et quelle perception ils vont envoyer à la conscience, à l'opinion publique et internationale? C'est ce qui est recherché. Et en arrêt de toutes ces sanctions-là, c'est d'amener la junte à organiser des élections. Et l'opposition a compris une chose, c'est que cette junte ne veut pas organiser des élections, ils veulent, sous le prétexte de la sécurité du djihadisme, accaparer le pouvoir qu'ils ont confisqué avec les armes. Et ça, nous disons non. Nous disons non. Il faut organiser des élections pour qu'un gouvernement légitime puisse prendre des décisions légitimes pour le Mali. Ok. Je pense qu'il y a aussi, récemment, on a aussi entendu qu'il y a une nouvelle charte qui est en train d'être élaborée pour pouvoir fixer non seulement la date des élections prochaines, mais aussi les conditions. Et notamment, il se pourrait que le président de la transition actuelle, Assimi Goïta, devrait être exclu de facto à la prochaine élection présidentielle si elle devrait avoir lieu. Comment est-ce que ça vous rassure plutôt sur la volonté de ces militaires? Je peux intervenir? Ou bien vous pensez qu'ils devraient aussi avoir le droit, par exemple, de se présenter aux prochaines élections? Mais à cette question, Jean-Noël, allez-y. Ok, Jean-Noël. Oui, voilà, faut voir le temps de parole, hein, cher frère. Oui, ok, merci. Alors, je voudrais dire que en réalité, la junte essaie de gagner du temps. La junte donne dans le dilatoire. Voilà, ça veut dire qu'elle essaie de gagner du temps. La junte a déjà eu 18 mois. 18 mois, c'est 1 an, 6 mois pour proposer une feuille de route. Elle a donc elle a pris le pouvoir, elle a eu un certain nombre, après quelques mois, elle s'est engagée donc à céder le pouvoir aux civils. Et comme Ismaël l'a dit là-dessus, on est d'accord, elle a fait un coup d'État dans un autre coup d'État. Mais il y a une question de crédibilité, de confiance qui est en jeu. La junte essaie, il n'y a pas longtemps, elle a proposé 5 ans. La question que j'ai posée, c'est savoir, est-ce que vous, ça vous rassure que... non, ça ne rassure pas. En réalité, la junte a montré qu'elle n'est pas crédible, qu'elle n'est pas digne de confiance. D'accord. Quand vous analysez les pas que la junte pose, elle n'est pas digne de confiance. D'accord. Manu, vous, quel est votre avis sur cette... Quel est votre avis sur cette question de fait qu'Assimi Goïta ne pourra pas se représenter aux élections présidentielles prochaines, tout ça? Ben, je reste dubitative parce que je ne pense pas que ça sera le cas. On connaît tous cette addiction de terreur, si je peux m'exprimer ainsi, à s'accrocher au pouvoir, en espérant que cette fois-ci, ça soit vraiment un scénario tout autre. Mais je reste je préfère regarder de loin parce que donner un avis maintenant, c'est comme jeter de la poudre dans les yeux des gens. D'accord. Mais en tout cas, ils ont eu en tout cas, c'est leur volonté, hein, d'après ce qu'on a pu avoir comme information. D'accord. Il est 19h30. Nous sommes dans le temps, précisément. Donc, je pense que cette fois-ci, on va vraiment se donner l'effort sur nous-mêmes pour pouvoir tenir dans le temps qui nous était imparti, pour pouvoir échanger sur le sujet. Donc, donnez une minute à chacun, s'il a quelque chose à dire. Mais pour conclure. Pour conclure sur... Parce que j'ai l'impression que mon temps de parole est plus court. Non, vous avez été celui qui a le plus, qui s'est le plus exprimé tout au long de... Non, pour la question sur les docteurs. Ne dites pas que vous avez... Oui, mais si vous avez été si vous avez été celui qui a le plus parlé sur une question, permettez à ce que les autres aussi s'expriment beaucoup plus sur d'autres questions. C'est un équilibre qu'on recherche dans les échanges que nous menons particulièrement. Voilà. Donc, permettez-moi, en tout cas, comme il est vraiment, nous sommes déjà nous avons dépassé de 2 minutes de ce qui était prévu. Après, je vais prendre encore votre doléance, mais ce sera plutôt 30 secondes pour chacun d'entre vous
pour aller peut-être droit, voilà, droit au but, ce que vous voulez dire sur un sujet en particulier. Donc, les 30 secondes, là, voilà, je permets à ce que chacun dise un dernier mot en 30 secondes rapidement et nous allons mettre fin à ces échanges de ce soir et se retrouver le dimanche prochain. Ismaël, je commencerai par Ismaël Soumarou en 30 secondes. OK. Moi, sur le premier sujet rapidement, moi, je demanderais aux gens de ne pas trop culpabiliser les victimes de violences conjugales. OK? C'est très important parce que lorsque vous les culpabilisez, vous les empêchez de venir vers vous pour demander du secours. En même temps, je demande aux 3000 docteurs que l'État fera sa part. L'État va faire sa part. Mais quand est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. De votre côté, essayez de voir comment vous pouvez vous organiser pour vous trouver de l'emploi d'une façon ou d'une autre. Concernant le Mali, je suis pour les élections. Je suis pour des élections pour la démocratie. Je dis non au coup d'État. Et si Assimi Goïta ne se présente pas, c'est tant mieux. Mais je sais que c'est une façon de tout faire pour se maintenir au pouvoir pendant 5 ans et se retirer par la suite. Mais il aura fait un mandat, comme on dit, gratos. Et ça, je suis contre. Je dis non et je ne lui fais pas confiance. D'accord. Merci. Docteur Jean-Noël Levenot. Oui, je vais consacrer mon temps de parole entièrement à la question des docteurs. Alors, ce que je voudrais dire concernant l'employabilité, dans tous les pays au monde, l'entrepreneuriat, je dirais même l'auto-emploi, parce qu'il y a une grande nuance. Les gens font beaucoup d'amalgame. L'auto-emploi est d'abord une question de cadre environnemental et institutionnel. Et je dirais même légal. Dans tous les pays au monde, c'est l'État qui crée le cadre général. Aujourd'hui, on nous parle d'auto-emploi. Mais l'auto-emploi, on ne crée pas d'entreprise ex nihilo. Qui vous connaissez au monde qui sort directement de l'université, qui a ses diplômes en main et qui, à partir de quoi, à domicile de 50 000 francs ou bien de cabine téléphonique, crée une entreprise? Ça n'existe nulle part. Vous avez des pays où même pour étudier, on vous fait des prêts. Vous étudiez, vous finissez de travailler, vous commencez à travailler, vous remboursez. L'État crée d'abord le cadre. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous n'avez aucune banque qui va vous prêter, même 1 million, on va vous dire, allez chercher quelqu'un qui va vous avaliser à hauteur de 3 millions. Le Canada, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. L'environnement général n'est pas favorable à l'entrepreneuriat. Sinon, pour être entrepreneur, on a nullement besoin d'un doctorat. Les plus grands entrepreneurs au monde, je termine, les plus grands entrepreneurs au monde... Vous avez 30 secondes. Est-ce que les 30 secondes sont... Oui, c'est terminé. C'est terminé. On a voulu que vous soyez concis dans Jeff Bezos n'a pas un doctorat. D'accord. Zuckerberg n'a pas un doctorat. Merci beaucoup. Aliko Dangote n'a pas un doctorat. Merci beaucoup. Manu Kayomo, vous avez 30 secondes également pour... Bon, moi, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais juste dire, comme le docteur Soumarou, en ce qui concerne les violences, il faut que ça, on arrête de mettre la culpabilité sur les victimes et beaucoup plus mettre le doigt sur les bourreaux. D'accord. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir été présents encore ce jour. Mais merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Alors, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre décryptage de l'actualité. Donc, d'ici là, nous suivons l'actualité politique, sociale, économique de notre pays et aussi internationale pour se retrouver dimanche prochain. Bonsoir à tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux et nous vous souhaitons une très, très bonne semaine. Merci. Bonne soirée à tous. Merci Jean-Noël, merci Manu, Bonne soirée à tous. John Dama, et puis merci à tous ceux qui nous ont raison après.